صح سلامتكم؟ نسمع بعضنا؟ صح سلامتكم ومرحبا بكم في الندوة الشهرية لنادي نابل. أريد قبل كل شيء أن أرحب بالسيدة الوالية، ورحب بالسيدة مندوب الجهوي للثقافة والسيدة رئيس بلدية نابل وكل الضيوف في الندوة الشهرية هذه اللي استضفنا فيها الدكتور منير فلتر الذي سوف يعطينا بسطة حول الاكتشافات الجديدة في السيت archéologique de Néapolis. فسمير شرفنا، بارك الله فيك على قبولك دعوتنا الليلة، وإن شاء الله معك طبعا نتمتعوا معك في السلسلة هذه. لنا تقريبا 45 minutes، بعد نحيل الكلمة للإخوة للأسئلة والإجابة. بارك الله فيك، تفضل. بارك الله فيك. صحة شديدكم الكل. يشرفني ويسعدني كوني نكون معكم الليله باش نقدم بعض المعطيات هما حول الاكتشافات الجديده في موقع نيابوليس. المداخله نتاعي لو كان تسمحوا باش تكون باللغه الفرنسويه، ولا كان تجمعوا تدخلوا باللغه الفرنسويه فما حتى مشكل. Nouvelles données archéologiques sur la Néapolis du Cap Bon. والقائل علاش مش نيابوليس tout court. Parce qu'en fait, il y a plusieurs Néapolis, vous allez voir. Donc, je précise la Néapolis du Cap Bon. Ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats d'une recherche qui avait commencé il y a une dizaine d'années déjà, dans le cadre d'une coopération entre l'Institut national du patrimoine et l'université de Sassari en Sardaigne, en Italie. Ces données, vous allez voir, elles sont fort intéressantes dans la mesure où elles viennent d'enrichir le dossier relatif à l'histoire de la Néapolis du Cap Bon et à l'histoire de la Méditerranée d'une façon générale. Et il faut savoir que Néapolis est l'une des plus anciennes cités du Cap Bon. Pourquoi l'une des plus anciennes cités du Cap Bon? Parce que les témoignages les plus anciens reconnus sur le site de Néapolis remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est très important. Alors, d'autres données qui sont très importantes, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette Néapolis, elle se trouve au Cap Bon. Le Cap Bon qui est connu par les historiens de l'Antiquité, notamment les historiens grecs et romains. Et nous avons en fait plusieurs toponymes, plusieurs appellations, Calon, Acroterion, pour désigner le Cap Bon, Promontorium Pulchri, qui veut dire le beau promontoire. Et ce beau promontoire, il a été mentionné pour la première fois dans le premier traité entre Rome et Carthage en 509 avant Jésus-Christ. Moi, je considère personnellement que ce traité entre Rome et Carthage de 509 est le plus ancien ou le premier document dans l'histoire de la diplomatie tunisienne. Donc ça remonte déjà à la fin du 6e siècle. Le Cap Bon, il est connu aussi par ce toponyme Hermaea Akra, qui veut dire le cap d'Hermès, par rapport au dieu Hermès, et le promontoire de Mercure. Promontoire de Mercure pour désigner justement l'ensemble de la péninsule. Parce qu'en fait, la pointe du Cap Bon du côté de l'Hawarea, elle est aussi appelée le Cap d'Hermès et le promontoire de Mercure, mais les historiens de l'Antiquité, quand ils parlent de ce promontoire de Mercure, c'est justement pour désigner l'ensemble de la péninsule.
Donc, il y a une importante présence de Carthage ici au Cap Bon, d'où cette importance stratégique à Néapolis depuis au moins la fin du VIe siècle. Parce que, alors, quand je parle tout à l'heure, quand j'ai parlé du 8e siècle, ce sont des données archéologiques, mais là nous avons des données textuelles. Hein. On a ce premier traité entre Rome et Carthage, mais on a aussi ce texte de l'historien grec Thucydide qui datait de 413, donc fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et Thucydide, quand il parle de Néapolis, il parle de cet emporion chalcédonicon, un comptoir carthaginois. Ça, c'est un passage de Thucydide qui rapporte qu'en 413, pour venir en aide à Syracuse contre les Athéniens, les Hoplites étaient partis du Péloponnèse, etc. Et vers la fin de ce passage, il dit ils avaient de là suivi la côte jusqu'à Néapolis, comptoir carthaginois, donc emporion chalcédonicon, d'où la distance à la Sicile, 2 jours et 1 nuit de traversée, et la plus courte. Et de Néapolis, passer tout droit à Sélinonte. Sélinonte, c'est en Sicile. Ce texte, vous allez voir, il est intéressant parce qu'il dégage les faits suivants. D'abord, l'historicité de la cité de Néapolis. Néapolis existait au 5e siècle, du temps de Thucydide. Et c'est la cité la plus anciennement mentionnée par les historiens après Carthage. Sa localisation, d'après Thucydide, elle était à 2 jours et 1 nuit de navigation de la Sicile. Politiquement, elle dépendait de Carthage. Elle était donc sous l'autorité de Carthage. Et économiquement, c'était un comptoir. Donc, Néapolis avait joué le rôle d'une place de commerce. Bien sûr, une place de commerce, donc Néapolis était forcément doté d'un port de commerce et vraisemblablement un bassin militaire. Hein. Ça, c'est pas sûr, hein, ça n'a pas été vérifié, mais en tout cas, d'après le texte du Thucydide, puisqu'il parle de ces trières, de ces bateaux, en fait, ces navires de guerre, donc probablement Néapolis avait un bassin qui était capable d'accueillir ce genre de navire. Alors, Néapolis est mentionné par les géographes. Les itinéraires, on a un texte où, disons, cette mention de Néapolis par Sidax, qui est un navigateur grec du 6e siècle avant Jésus-Christ, il dit que Néapolis est l'une des plus anciennes escales maritimes. Et il donne même la distance, etc., qui séparait Néapolis de Sousse, 1 journée et demie de navigation entre Néapolis aussi et Hermaia, qui est la ville de l'Hawaria. D'autres géographes aussi parlent de Néapolis. Alors l'itinéraire maritime, il parle de Curibis à Néapolis. On a l'itinéraire d'Antonin aussi, qui est un guide de voyage de la Rome antique, qui recense en fait les villes et les étapes en fait qui séparaient ces villes-là. Alors Néapolis, elle était sur la route côtière. Donc quand je dis sur la route côtière, c'est l'actuelle route côtière, elle n'a pas changé. C'est celle qui relie Néapolis à Korba, à Curibis, à Clipea, à Clibia, à Hermaia, al Hawaria, etc. Donc c'est vraiment le même itinéraire. Hein, ça... Voilà, pour que vous ayez une idée sur cette carte des stations et des voies maritimes dans le Cap Bon. Alors, j'en viens maintenant au toponyme Néapolis. Souvent, ce toponyme a même autorisé en fait certains chercheurs à fabriquer de toutes pièces une histoire
que Néapolis était une fondation grecque, etc. Non, en fait, ce n'est pas vrai du tout, parce qu'il n'y a aucun témoignage de cette présence grecque. En tout cas, en se référant au texte de l'historien grec, Thucydide, que j'avais cité tout à l'heure, un tel détail n'aurait pas échappé à cet historien, le fait qu'elle soit une fondation grecque. Non, lui, il précise, il dit que c'est un comptoir carthaginois, Emporion, Chalkédonikon. Donc, Néapolis était certainement une ville punique, et les données en fait archéologiques viennent corroborer les données textuelles, hein, les données de l'historiographie. Et une remarque aussi, c'est que cet historien grec ne qualifie pas Néapolis de comptoir phénicien, il dit c'est un comptoir carthaginois. Et là, c'est important parce qu'on a l'impression qu'il y ait une volonté implicite de la part de cet historien à distinguer entre phénicien et carthaginois. C'est-à-dire phénicien en rapport, je dirais, avec l'ethno-culturel. Et carthaginois, c'est plutôt le politique. Hein. Carthage, l'Empire de la mer, Carthage qui avait en fait signé ce traité avec Rome en 509 avant Jésus-Christ. Donc Néapolis et le contrôle de cette cité ne pouvaient pas échapper à la métropole Carthage. Donc ce toponyme Néapolis ne couvre pas vraiment une réalité grecque. Il serait en fait le produit d'une sorte d'interpretatio graeca, une interprétation grecque, une traduction si vous voulez, puisqu'en fait, même Carthage, Villeneuve, si on la traduisait en grec, ça donnerait Néapolis. C'est ça, Néapolis. Non, oui, mais oui, mais non. C'est une écriture de langue, parce que c'est plus facile que Néa. Voilà, oui, d'accord, merci. Oui. Et donc, ce toponyme, en fait, probablement serait la traduction d'un nom, d'un toponyme d'origine phénicienne, Mqam Hadash, qui veut dire Al-Maqam Hadith en arabe. Et ça a donné par la suite, avec une altération phonétique, on passe du Mqam Hadash en phénicien à Makomades en latin. Et il y a en fait cette racine sémitique, Qawam, qui veut dire s'élever, s'ériger. Et donc Mqam Hadash signifie lieu neuf, installation nouvelle. Donc c'est Néapolis. Alors bien sûr, les Grecs connaissaient le sens de certains mots. Hein. Parfois on traduisait, parfois on mettait en fait le mot ou le nom phénicien ou carthaginois dans un moule grec. Et donc on passe de Mqam Hadash à Makomades. Et c'est un nom de lieu qui est très répandu, vous allez voir. Et il est souvent traduit par Néapolis. On a en fait toute une série, vous allez voir, de Néapolis, Makomades en Afrique, au nord-est de Takapé, donc du côté de Gebs. On a sur la voie de Sirta Tevest en Algérie, il y a Makomades, Néapolis. On a même Macomadia Rostikiana, qui est connu dans les actes de la conférence de Carthage en 411, la fameuse conférence à laquelle saint Augustin avait assisté. Mais nous avons aussi en Sardaigne, on a Magomadas, Néapolis. Donc Maqam Hadash, nouvelle installation, lieu neuf, Néapolis. Et c'est curieux parce que cette Magomadas sarde
Actuellement, elle s'appelle Santa Maria di Naboi. Naboi, c'est Nabol. Santa Maria di Naboi. En fait, là aussi, Naboi, c'est Néapolis. Alors, une question quand même mérite d'être posée. Y avait-il des liens traditionnels ou bien y avait-il une communauté ou une colonie grecque qui résidait à Néapolis? Oui, c'est possible. C'est possible parce que nous savons qu'en 310 avant Jésus-Christ, un tyran de Syracuse, donc Syracuse en Sicile, qui s'appelle Agathocle, avait débarqué au Cap Bon. Et ce tyran avait saccagé pratiquement toutes les villes du Cap Bon, à l'exception de Néapolis. Et donc là, on peut se demander pourquoi. Et dans un texte, un historien grec nous apprend que ce tyran de Syracuse avait traité la population de Néapolis avec philanthropie. Donc pourquoi il avait traité avec philanthropie? Moi, personnellement, je pense parce que justement, il y avait une communauté grecque qui résidait à Néapolis, des gens qui parlaient la même langue que ce tyran de Syracuse, Agathocle. C'est des Grecs siciliens qui habitaient à Néapolis. Donc c'est pour cette raison que Néapolis n'a pas été détruite par ce tyran. Sachant qu'en fait ces communautés grecques se trouvaient un peu partout, hein, dans les villes africaines. Nous savons qu'il y avait une communauté grecque, très grande communauté grecque à Carthage, à Sousse aussi, et ailleurs certainement. Alors, voilà, nous avons une vue du site de Néapolis avec les deux limites naturelles de la cité. Donc, l'oued Souhil à droite et l'oued Srir à gauche, du côté de la protection civile. Avec une distance d'à peu près 1000 mètres qui sépare les deux oueds. Alors, le site, en fait, en gros, il y a le site, il y a une partie aussi du site qui se trouve dans l'espace occupé par les locaux du club Med. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du 8e siècle. Voilà, des tessons de céramique du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont en fait, c'est à peu près la même céramique qui a été reconnue dans le sanctuaire de Baal Hamoun à Carthage, daté du 8e siècle aussi. Et là, ce sont de nouvelles données, parce que avant 2011, on disait que Néapolis, sa fondation, remonterait au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et on s'était en fait référé à des tessons de céramique de vernis noir, de la céramique grecque importée de la Sicile. Mais là, dans un sondage qui a été effectué à Néapolis, pratiquement au bord de l'eau, hein, sur la plage, on a pu reconnaître ce type de céramique qui date du 8e, 7e avant Jésus-Christ. On avait même reconnu de la céramique modelée, ce qui apporte la preuve aussi que Néapolis est certes une cité carthaginoise, une cité punique, mais les autochtones ont dû jouer un rôle très important. Ils ont été phénicisés, ils ont adopté, je dirais, la culture sémitique, la culture orientale, mais nous savons de toute façon qu'au Cap Bon, cette composante autochtone est prédominante. La présence, le sol est occupé au Cap Bon depuis la préhistoire, depuis le néolithique.
Nous avons fait ces tombes de tradition libyque, de tradition berbère, entre guillemets, qu'on avait reconnues du côté de Mohamed Latrache, du côté de Hamamet, mais aussi à Aqlib et Al-Harouli, etc. Donc là aussi à Néapolis, on avait reconnu de la céramique africaine autochtone. Alors là, une vue sur le quartier des usines de Salaison. Ce fameux quartier qui avait fait l'objet d'une fouille dans le cadre d'un projet de coopération entre l'INP et le centre Camille Julien à Aix-en-Provence CNRS. On avait fait des sondages stratigraphiques et qui avaient permis en fait de livrer des contextes clés. On a de la céramique attique, donc de la céramique grecque, qui date du 6e siècle et 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais la fouille de ce quartier aussi avait révélé la présence de témoignages d'époque punique, d'époque carthaginoise, notamment des pavements qui rappellent un peu en fait les pavements, enfin qui rappellent, c'est exactement la même chose que ceux que l'on peut voir à Kelkoen. C'est avec les petites aisselles de couleur rouge et blanche. Donc ça on le voit à Néapolis et c'est daté de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Toujours Néapolis. Alors parmi les données aussi nouvelles, il y a eu ces prospections sous-marines. Il y a eu à peu près une dizaine de campagnes de prospection sous-marine et on a pu en fait reconnaître par exemple cette encre lithique triangulaire, un type qui est largement diffusé en Méditerranée et qui datait en fait de la seconde moitié du 2e millénaire jusqu'à la première moitié du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Et ce type d'encre lithique, donc en pierre, a été reconnu un peu partout en Méditerranée, en Grèce, en Sicile et en mer Tyrrhénienne aussi. Hein. Alors, un autre type aussi d'encre lithique. Là, on est 7e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Aussi, son usage va se poursuivre même après, hein, jusqu'à l'époque romaine. Ça a été reconnu en Sardaigne, en Sicile, à Chypre, en Grèce, en Turquie. Donc voilà, ces deux encres que je viens de vous montrer, je pose la question, seraient-elles contemporaines à l'établissement de l'Emporion Chalcédonicon, ce comptoir carthaginois dont parle Thucydide? C'est possible, en tout cas on a deuxième moitié, deuxième millénaire, première moitié, premier millénaire avant Jésus-Christ, et on a un 7e et 5e avant Jésus-Christ. Donc oui, Thucydide parle de Néapolis vers la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Bien sûr, après la chute de Carthage, Néapolis va devenir une ville, une cité romaine, une colonie romaine même. Et là, c'est très important d'évoquer ce détail parce que déjà, Néapolis, elle accède au rang de colonie romaine avant Carthage. Et les premières fondations de colonies romaines en Afrique, c'est au Cap-Bon. On a 4 colonies. On a la colonie de Néapolis, Curibis, Korba, Clipea, Clibia et Carpis, donc du côté de Siderais, Mraïsa. Donc 4 colonies, et pas n'importe colonie, hein, pas n'importe quelle colonie, c'est des colonies juliennes, c'est-à-dire des fondations de Jules César. C'est important. Au plus tard, Auguste. Hein. Mais en tout cas, ce sont des données très importantes pour l'histoire de Néapolis et du Cap-Bon d'une façon générale. Là, on a même des amphores
qui ont vraiment sillonné la Méditerranée et qui avaient établi des ponts entre Néapolis et d'autres cités de la Méditerranée avec un timbre qui porte CIN, qui veut dire Colonia Iulia Neapolis. Ce type d'amphore avec ce timbre CIN Colonia Iulia Neapolis est largement diffusé en Méditerranée. On en trouve en Sardaigne, en Sicile, à Marseille, un peu partout en Méditerranée. Et là, ce sont les amphores qui avaient servi pour le transport des salaisons, du garum, ce fameux garum. J'y reviendrai plus tard. Alors, donc, Néapolis, durant l'époque romaine, elle avait connu une prospérité économique. Une prospérité qui était fondée principalement sur la production des salaisons, sur le garum, et la commercialisation en fait de ce garum. Non seulement la production, mais la commercialisation. Alors voilà ce quartier des fabriques de salaisons de Néapolis. Et rapidement, en fait, c'est un quartier qui avait connu en gros 3 phases, 60-80 après Jésus-Christ, fin 2e après Jésus-Christ, et l'abandon de cette fabrique de salaison va commencer vers la fin du 3e siècle après Jésus-Christ et va s'achever vers le dernier tiers du 4e siècle après Jésus-Christ. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi cet abandon va s'achever vers le 4e siècle. Alors voilà, pour que vous ayez une idée sur les analyses ichthyologiques, les arêtes de poissons qui ont été prélevées dans les cuves de salaison de Néapolis, du maquereau, sardines, anchois, thon, mérou, denté, pajot, etc. Et bien sûr, pour la fabrication des salaisons, on n'avait pas en fait recours uniquement aux poissons bleus, mais d'autres variétés aussi, telles que le mérou, telles que le denté, le pajot. Donc le Gabon vraiment est constitué à l'époque un milieu favorable, même de nos jours, à l'industrie du garum et des salsamenta, justement grâce à l'abondance du poisson bleu. L'histoire et la géographie donc, se sont vraiment alliés pour faire du Gabon une terre de jonction entre l'Europe et l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Parce que je rappelle que ces amphores qui avaient sillonné la Méditerranée, elles sont parties d'ici, elles ont été fabriquées dans des ateliers, ici même à Néapolis, et avaient transporté des produits de Néapolis. Donc il y avait des négociants, des naviculaires, qui étaient attirés par les avantages qu'offraient les principales places commerciales et maritimes de la péninsule. Là, je cite en fait les villes portuaires, Missoua, Sidi Daoud, Klibia, Korba. Et je vais vous montrer 2 documents qui sont très importants. Missoua de nos jours, c'est vraiment un petit village, Sidi Daoud. Mais dans l'Antiquité, c'était une ville très importante. Et je vais vous montrer pourquoi. Korba aussi, c'était une ville très importante. Parce que là, on est au port d'Ostie, à Rome. Et nous savons, à la place des corporations à Ostie, qu'est-ce qu'on dit? Les naviculaires de Curubis. Ils avaient en fait leurs bureaux, leurs agences, pour vendre en fait les 3 denrées qui sont en fait l'huile d'olive, le vin et le garum. Et il y avait une mosaïque, on peut la visiter même de nos jours, et on lit Naviculari, Corobitani, qui veut dire les naviculaires ou les armateurs de Corba. Pareil pour Sidi Daoud. On lit Naviculari, Missuenses. Ici, les naviculaires ou les armateurs de Sidi Daoud, de Missoua. Sidi Daoud aujourd'hui, bon, pratiquement il ne reste pas grand-chose de ces ruines, à part quelques vestiges que l'on peut voir, notamment des viviers de poissons. Mais nous savons par les textes que Sidi Daoud, un historien qui s'appelle Procope,
dans la guerre des Vandales, il disait que Civideo était doté d'un port et était représenté au port d'Ostie à Rome. Voilà la mosaïque qui a été reconnue à Ostie. Alors, je reviens à Néapolis et à ses prospections sous-marines. Vous voyez toutes ces taches sombres, ça ce sont des vestiges archéologiques immergés. Ces vestiges occupent une superficie d'à peu près 16 hectares. 16 hectares, oui. 16 hectares. Parce qu'en fait, on a les deux limites, donc les deux zoètes, et nous avons en fait la ligne de rivage qui s'est déplacée sur 200 mètres. Donc, on a à peu près 16 hectares et on avait reconnu un nombre considérable de cuves de salaison immergées qui se trouvent sous l'eau, à peu près une centaine. C'est énorme. En tout, à Néapolis, entre les cuves qui sont immergées et celles que l'on peut en fait voir sur le site, on a à peu près 200 cuves de salaison. Là, rapidement, je ne vais pas m'attarder, mais là, c'est un peu en fait le travail des équipes tuniso-italiennes, les prospections sous-marines et le repérage des vestiges immergés. Voilà. Mais c'est une profondeur en fait qui ne dépasse pas les 4 mètres, hein. C'est entre 1 mètre et 4 mètres de profondeur, mais l'équipe est équipée de bouteilles d'oxygène, c'est pour faciliter en fait les relevés, le repérage, etc. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, voilà la cité immergée, ou du moins une partie de cette cité immergée, avec la géoréférenciation des vestiges archéologiques. C'est-à-dire que bon, il y a eu le repérage, mais avec des points GPS pour les localiser. Voilà, rapidement quelques illustrations. Voilà les relevés qui sont faits sous l'eau. Alors voilà, là on peut reconnaître le fond des cuves de salaison. Voilà, là aussi le fond des cuves de salaison. Là on voit très bien le fond d'une des cuves avec ces fragments en fait, c'est des fragments de céramique pour les pavements de couleur rouge. C'est exactement comme dans l'usine des salaisons, ce pavement de couleur rouge. Voilà d'autres structures. Et là, on a une photo prise depuis un drone avec des vestiges archéologiques sous l'eau. Voilà une concentration de vestiges archéologiques. Ça, c'est vraiment dans l'axe de l'usine de salaison face au site. Alors, ces cuves de salaison qui sont immergées, elles sont organisées le long des axes d'orientation nord-sud et est-ouest. Et c'est une orientation selon vraiment la même orientation des unités de production de cette usine de salaison que l'on peut visiter à Néapolis. Voilà, là, ça, c'est le quartier des usines de salaison. Là, c'est l'actuelle ligne de rivage. Et là, nous avons nos vestiges qui sont immergés. Alors, en coupe, ça donne ça. Voilà, l'usine de salaison, elle est là. Et après, il y a eu cet affaissement-là.
et les vestiges se trouvent sous l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà une autre... Alors, cette partie immergée, comme je disais tout à l'heure, elle couvre une superficie de 16 hectares et s'étend entre les deux oueds avec un recul de 200 mètres de la ligne du rivage. Une centaine de cuves de salaison y ont été reconnues et on a pu dénombrer 200 cuves de salaison. Ce qui apporte la preuve que Néapolis était le plus grand centre de production de salaison dans le monde romain. Parce qu'avant ces découvertes-là, on croyait que l'Ixus au Maroc était le plus grand centre de production de salaison. Mais là, non, c'est Néapolis qui l'emporte sur l'Ixus. Alors, l'engloutissement d'une partie de la ville, à peu près le tiers de la superficie totale, est la conséquence catastrophique d'un séisme qui avait frappé ou affecté la Colonia Iulia Néapolis et qui avait engendré vers le milieu du IVe siècle, tout à l'heure je vous ai parlé de l'abandon de ces usines de salaison, et bien là, ce séisme qui avait affecté Néapolis vers le milieu du IVe siècle a provoqué la disparition de son port. Il n'existait plus déjà au IVe siècle et de la zone dédiée aux salaisons, donc toutes ces cuves de salaison. Il faut savoir aussi que la péninsule du Cap Bon constitue une zone à risque sismique et on avait même pu reconnaître une faille de magnitude significative qui traverse le Sinus Neapolitanus. Le Sinus Neapolitanus, c'est le golfe de Naples. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas le golfe d'Hammamet. C'était le golfe de Naples, le Sinus Neapolitanus, qui s'étendait de Naples jusqu'à Hergla. Tout ça, c'est le Sinus Neapolitanus. Et il est fort probable que Néapolis ait été touché par ce séisme dont parle l'historien Ammien Marcelin, qui le date du 21 juillet 365. C'est un violent séisme qui avait occasionné un tsunami et cet historien nous a transmis le récit de cette catastrophe. Et lui, il dit que c'est une catastrophe de dimension universelle. Vous savez pourquoi de dimension universelle? Parce que ce séisme, en fait, dont avait souffert Néapolis, il avait d'abord frappé l'île de Crète en Grèce, Chypre, Alexandrie, et donc ça a touché pratiquement l'ensemble, ou du moins une grande partie du bassin oriental de la Méditerranée, et ça avait débordé sur le bassin occidental de la Méditerranée, et donc Néapolis aurait été touché par ce séisme du 21 juillet 365. Alors voilà, bon, alors les recherches, parce que quand on parle de séisme, etc., quelles sont nos sources d'information, etc. Donc là, on a une carte qui parle de séisme, notamment, regardez ce rectangle rouge, cette faille profonde, et on voit que dans ce rectangle rouge, on est dans la zone de Néapolis, 3A, séisme historique ressenti. Ça, cette carte, elle a été établie par des géomorphologues, notamment Monchi Bourgo et Raouf Garay, Amr Osleti et toute cette équipe de géomorphologues qui avaient établi cette carte et qui avaient reconnu des séismes historiques qui ont été ressentis à Néapolis. Alors, une autre donnée importante, c'est qu'au XIIe siècle, le géographe arabe ou andalou, l'Edrissi, il parle de Néapolis. Il dit qu'elle était sous les Romains une ville grande et bien peuplée. Naples perdit sa splendeur et son état florissant à tel point qu'il n'en reste que quelques ruines. Ces vestiges prouvent que la ville donc était considérable autrefois. Donc fin de citation. L'Edrissi, il appelle le Sinus Neapolitanus, donc ce golfe de Néapolis, il appelle Al-Jawn al-Madfoun, c'est-à-dire le golfe enseveli. Et là, c'est très important,
parce que certainement il y avait des choses qui se trouvaient sous l'eau. Ce n'est pas par hasard que ce golfe s'appelait Al-Jawn Al-Madfoun, le golfe enseveli. Bien sûr, Néapolis, elle avait perdu en fait son rôle, je dirais, de producteur de garum, mais il y a en fait une sorte de délocalisation de ces usines de salaison vers le Marmora. Voilà les viviers à poissons de Marmora, à 7 km au nord de Néapolis. C'est des viviers à poissons qui sont taillés dans le roc. Là, la maison des nymphes, très belle maison qui a été fouillée par Jean-Pierre Darmon dans les années 60 du siècle dernier. L'inscription Nympharum Domus sur ce bassin orné de la tête du dieu océan. Voilà d'autres données, les mosaïques que vous connaissez tous, qui sont exposées au musée de Naples. Alors ça c'est une très belle fresque qui malheureusement n'est pas exposée au musée, qui se trouve dans les réserves de Néapolis, et on a la représentation d'un port. Probablement le peintre qui avait peint cette fresque a dû s'inspirer en fait de la vie quotidienne de ce port de Néapolis. Même si bon, on attribue en fait cette scène à une scène de la mythologie, mais enfin bon, en tout cas, le port, je pense qu'il s'agissait du port de Néapolis. Alors voilà, parmi les données aussi, la découverte du forum de Néapolis. Ça, ce sont les fouilles entreprises à Néapolis. Voilà, alors là où vous voyez du sable, une très belle mosaïque qui porte une couronne agonistique, c'est en rapport avec les courses de chars de l'époque romaine, et on lit Artémonis. Artémonis en grec, alors on ne sait pas si c'est le nom de l'Aurige, donc le conducteur du char, ou si c'est le nom du cheval. Bon, alors si c'est vraiment le nom de l'Aurige, donc du conducteur du char, on serait en présence pour la première fois d'un anthroponyme, donc du nom d'une personne grecque. Voilà les fouilles du forum. L'accès au forum. Et là, on a cette donnée très importante. C'est une inscription qui porte uniquement 3 lettres. Une inscription qui a été remployée, mais qui provient du forum. Et ce sont des lettres qui sont incrustées en bronze, qui sont incrustées dans le calcaire. Alors ce type, je passe d'inscription monumentale, ça a été reconnu en Italie, en Espagne, en Afrique, et on a 3 lettres, E, R, N, et on peut deviner une 4e lettre qui pourrait être un E ou un A. Erné, peut-être, Erné. C'est probablement le verbe en latin sternere qui veut dire couvrir de pavés ou de dalles. Donc, par conséquent, on aurait en fait un forum qui a été dallé. Bon, je passe rapidement. On a aussi une pièce de monnaie qui a été découverte dans la région de Néapolis au début du siècle dernier et qui porte en fait les lettres CIP, Colonia, Iulia, Paterna. Paterna par rapport au père de la patrie, Jules César. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas, on serait probablement à Néapolis d'une Colonia Iulia Paterna. Néapolis, donc Paterna, donc c'est une fondation probablement qui remonte à Jules César. Voilà cette inscription. Et là, pour conclure, en se référant aux données archéologiques immergées et aux autres données que l'on reconnaît sur le site, on a pu reconstituer la trame urbaine. Alors, toutes ces rues qui se coupent à angle droit, l'emplacement de la place publique,
et la route qui reliait Néapolis à Puput, Hammamet. Elle passait par le centre de la ville. Et il y a eu cette découverte d'une borne miliaire qui date du règne de l'empereur Gordien. Donc on est vers la fin du IIIe siècle, et qui marque en fait le premier mille. Le premier mille à partir de Puput vers Néapolis et vers Kiribis. Donc c'est justement cette route côtière qui reliait Hammamet, Puput à Néapolis, à Korba, etc. Voilà une reconstitution de cette... là on a les villes, hein, Néapolis, Kiribis, etc. Donc, alors, pour conclure, ces nouvelles découvertes à Néapolis, elles sont d'un grand intérêt, elles sont très importantes sur le plan historique et permettent vraiment d'obtenir des résultats qui renouvellent et qui vont renouveler les problématiques et qui vont ouvrir des pistes fécondes à la recherche. Voici par exemple ce que nous avons publié dans le cadre de cette mission, quelques orientations bibliographiques sur Néapolis, à peu près une dizaine d'articles et d'études. Et là, prochainement, il y aura ce livre qui va bientôt paraître, Néapolis Africae 1, donc qui va présenter tous les résultats en fait de cette recherche menée depuis une dizaine d'années maintenant à Néapolis, et je vous remercie de votre attention. C'est mon livre. Et avec Sarah, en fait, c'était pour cette présentation extrêmement riche et complétant effectivement être de la vie de la Vogue. Il y a beaucoup de choses qu'on vient d'apprendre de la vie et de nos ancêtres qui étaient effectivement de grands industriels et aussi de commerçants dans la région, qui fait que même le golfe était appelé golfe de Néapolis. Je viens de l'apprendre aussi ce soir. En tout cas, merci infiniment. Donc, je crois que je passe la parole donc à nos invités. Mais je vais essayer de prendre 3 questions à la suite. De façon à ne pas... C'est Mahdi. Disons, c'est Mahdi. Puis, donc, deux autres personnes. C'est Khalid. Rachid. Donc, c'est Mahdi, c'est Khalid, c'est Rachid. لقد أبديتم رأي شخص في خصوص نابل القديمة، لأن نتكلم بالعربية. نابلس كلمة إغريقية وتكتب باللغة الإغريقية القديمة، فلا يجوز اعتبار أن نابلس ليست إغريقية، هي سميت حسب التسمية إغريقية، لكن بعد نفي هذه الصفة والأصالة في كلمتكم أعطيتم دليل على أن نابلس إغريقية من ساعة إلى أوضح. أكتفي بهذا القدر. C'est Khalid. C'est Khalid. C'est Khalid de la place. Très rapidement, Fabien. Moi, j'ai voulu souligner justement l'antagonisme que vous avez évoqué entre Phéniciens et Carthaginois. Est-ce que les Carthaginois ne reconnaissent plus leur origine phénicienne ou pas? C'est une première question. Une deuxième question qui m'a un peu intrigué. Pourquoi oui, justement, on a visité dernièrement avec une association de Nabel le site, et vous avez été là, on vous a rencontré et on a noté l'importance par donc les chercheurs italiens de ce site-là.
C'est un honneur pour nous et j'espère que vous aurez les fonds nécessaires pour pouvoir poursuivre un peu vos recherches. Ça fait une trentaine d'années qu'on a évoqué ce problème. Heureusement maintenant que peut-être il y a des fonds qui sont là pour pouvoir poursuivre vos recherches. Ça, on l'a dit à votre père il y a quand même une trentaine d'années. Bon, j'ai une autre question. Pourquoi le garum n'est pas resté dans les habitudes locales? Est-ce qu'il est resté justement un produit exclusif pour les Roumains ou bien les locaux n'ont pas utilisé ce produit? Parce qu'on retrouve ce produit un peu en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, etc. Donc c'est un produit important. Donc une dernière question qui est très importante. Comme on habite justement tout près de ce site et tout près de la mer, est-ce que cette faille, est-ce qu'elle pourrait un jour nous provoquer un tsunami? Donc que disent les géomorphologues pour cette faille qui a quand même eu raison à ce site? Voilà. Merci beaucoup. Merci Stéphane pour ces bonnes questions. C'est Rachel. رشيد خيالي آسيا جمعية النبل وأستغل هذه الفرصة باش نرحب بالسيدة الوالية والسيدة رئيس البلدية على خاطر احنا توفيق هذا البرنامج اللي هو مرقد الجمعية النبل. Donc je remercie le club Nabel d'avoir eu l'idée d'organiser cette soirée et je remercie aussi mon ami Simonier Fanta pour cette immersion dans l'histoire ancienne et puis cette immersion même aussi dans les eaux du rivage nabélien, même si c'est pas en eau profonde, la Paris de 4 mètres, mais quand même c'est toujours au large de la ville. Le fait aussi d'avoir souligné qu'il s'agit du golfe, il s'agissait du golfe de Nabel dans l'Antiquité, et ça me fait plaisir d'entendre ça parce que lorsque les découvertes récentes, il y a 2 ou 3 ans, ont été publiées, les agences de presse parlaient de découvertes à Hammamet et pas à Nabel. On n'a rien contre Hammamet, elle nous a toujours fait de l'ombre sur le plan touristique, c'est pas grave, mais quand même, c'est d'accord pour le golfe à Hammamet, mais c'est à Nabel, ce n'est pas à Hammamet. Alors, nos parents nous ont toujours, nos aînés, disons, nous ont toujours parlé de rues, de ruelles, de maisons, c'est-à-dire que les pêcheurs se promenaient, les plongeurs se promenaient, ou se sont toujours promenés dans une ville sous l'eau. Là, on trouve que ce n'est pas tout à fait ça. Peut-être qu'il y a des vestiges, mais il n'y a pas tout à fait un plan de ville. On ne trouve pas le Carlo Maximus, on ne trouve pas le Cumanus, mais si on le retrouve, tant mieux. Parce que de la Diapolis, qui est plutôt émergée, la partie qui est sur terre, on n'a pas tout à fait la typologie d'une ville romaine. On n'a pas le forum, on n'a pas le temple, on n'a pas le théâtre, on n'a pas tout à fait les composantes d'une ville romaine. Peut-être, je pose la question à M. Fante, est-ce qu'on a trouvé des traces de ces composantes type de la ville romaine? Et puis, voilà, je termine avec un peu cette note, disons, un peu méditerranéenne. Nabel, c'est la seule ville qui garde aujourd'hui son nom d'origine grecque en Tunisie, une des rares au Maghreb, c'est bien ça, le nom. Ça, il faut bien le souligner, et que finalement, Nabel a été, disons, Nabel donc, a été secoué par un bras de mer. La même chose pour Alexandrie, qui est une ville grecque. Et aujourd'hui, on est en train les archéologues, ceux qui font de l'archéologie maritime, sont en train de fouiller pour retrouver des décombres
et les vestiges du phare d'Alexandrie, une des 7 merveilles du monde. Je vais bientôt finir. Et puis, donc là, on retrouve un peu la prépondérance de la civilisation hellénique, comme cette fameuse épave au large du Mahdia qui est d'une galère grecque qui a été trouvée au début du siècle aussi. J'espère qu'on trouvera des trésors aussi à la bonne qu'on a trouvé à Mahdia. Merci, Roger. Il y a si vous voulez. Merci. Donc vous avez en tout 6 questions. 7 questions. Allez, merci. بالسؤال الاول انا ما نشكش في انه كلمه البوليس هي ما في حتى الوقت وانه الكلمه الاغلبيه هذه التسميه هي بوليس ما تعنيش بالضروره ان المدينه هذه تم تاسيسها من طرف اليونان لانه معنا حتى معطى اثري ومعطى تاريخي يقول انها تاسست من طرف اليونان واعطيت انا امثله انه العديد من المدن الاخرى اللي كانت تحمل اسماء مش اغريقيه تم ترجمتها بنيابوليس ثم الحاجه الاخرى انه ما يعنيش كيف انه في نيابوليس ما كانتش فما يعني جاليه يونانيه تعيش في نيابوليس، لكن هذا ما يعنيش انها هي المؤسسه للمدينه. لانه في النص واضح يقول لك نيابوليس هي مرفأ تجاري قرطاجي. وما نتصورش حتى حد ما ينجم يقبل كونه مدينه توجد على بعد 60 كيلومتر من قرطاج تكون تحت السيطره الاغريقيه. هي تاسيس قرطاج بيدها من طرف عليسا في 814 كان الهدف منها هو ايقاف الخطر اليوناني في البحر المتوسط. دونك ما نجموش معناها نقبلوا الفكره كانوا ثم هو مش قبول فكره مع ان حتى اي معطى يبرز كونها المدينه هذه تم تاسيسها من طرف اليونان. تعايش فيها اليونان مع القرطاجيين ولا مع الرومان فيما بعد هذاك موضوع اخر. Alors, la première question, je crois, c'était la différence entre Phéniciens et Carthaginois. Alors, Carthage. Oui, alors, Carthage, au début, lors de sa fondation et à partir disons de la fondation et lors des premiers siècles, elle était considérée comme la fille de Tyr. Donc elle dépendait vraiment de Tyr. Mais après, Carthage, elle a pris son indépendance. Et on ne parle plus en fait, on parle de la Carthage punique. Donc le Phénicien, c'est cette composante orientale, ce sont les bâtisseurs en fait de Carthage. Mais après, quand on parle de punique, c'est pour mettre aussi en valeur le rôle joué par les autochtones africains dans cette civilisation que l'on peut qualifier aussi de Libye phénicienne. Libye par rapport au Cap-Vert et phénicien par rapport à l'Orient. Donc, Carthage au début était phénicienne, après elle est devenue une puissance militaire, économique et indépendante. À partir du 6e siècle, Carthage c'est fini, c'est puni, ne dépend plus de la Phénicie. L'autre question c'était le garum. Oui, la question était pourquoi le garum oui. Dans les attitudes. Je ne sais pas. Les puniques, non, les puniques c'est bien avant. Alors les puniques. Alors, je ne sais pas du tout. Je suis incapable de vous répondre. Mais il y avait quand même, avant les Romains, des traditions à l'époque punique. Puisque alors nous avons, tout à l'heure j'ai parlé de Maqam Hadash, al-Maqam al-Hadith. On a une ville en Afrique qui s'appelait, d'après une inscription, on ne sait pas où se trouve vraiment cette ville, elle s'appelait Maqam Malahat. Malahat, c'est les salaisons. Donc,
là, quel type de salaison, je ne sais pas. Alors pourquoi après l'époque romaine, je ne sais pas pourquoi en fait ces traditions ont disparu. Les mêmes traditions, on les retrouve en Asie. Le liukma, par exemple, c'est pratiquement du garum, c'est une sauce, oui, qui ressemble au garum. Pourtant, la locution, quand il y a Ah, ça, oui. Ça, mais je ne sais pas, en tout cas, c'était un condiment qui était très apprécié par les Romains. Et c'est un condiment, je veux dire, c'est un produit qui coûtait excessivement cher à l'époque romaine. C'est-à-dire que bon, même les grands amphores de garum, ça c'est des amphores de commerce, mais pour la consommation c'était des amphores. On les voit exposés au musée de Naples. Le séisme. C'est le séisme, oui. Est-ce que la Paris actuelle, est-ce qu'elle est se révéler ou pas? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'espère que non. Dernièrement, il y a eu un tsunami. J'espère que L'accord était exact de ce raz-de-marée. Honnêtement, ça ne relève pas de mes compétences et donc par conséquent, je suis incapable de vous répondre. D'accord. Oui, alors, les monuments. Les monuments. Oui, alors, les monuments, j'ai parlé du forum. Le forum, en fait, qui constitue le cœur de la cité, le cœur de la ville. Il ne faut pas oublier non plus que le forum en tant qu'espace, donc relevé de l'urbanisme de la ville, mais tout autour, il y avait tout un programme architectural, donc il y avait une monumentalité. Alors, si aujourd'hui, elle a disparu, cette monumentalité, tout simplement, et ça nous le savons d'après les sources arabes, c'est que Nabol, après, avec l'arrivée des Arabes conquérants, elle avait servi de carrière pour la construction de l'actuelle terre, la ville médiévale. Donc c'est pour cette raison que les monuments ont disparu aussi. Immergé, oui, on a retrouvé en fait déjà cette... juste ces cuves de salaison et des tronçons en fait de rue qui sont en fait vraiment dans l'axe. Oui, voilà, oui, avec cette orthogonalité qui est parfaitement respectée. D'accord. Merci Mounir. Donc, je voudrais donc avant de passer donc, au deuxième cours d'éducation, remercier Madame la Gouverneure d'être en fait de se mettre disponible avec nous ce soir. Et vu cet engagement dans lequel voudrait en fait se libérer, c'est de Madame Fatabi Barakallahu Fik, Koshka, merci infiniment. Une petite seconde et on passe à la deuxième. Merci.
deuxième groupe, Sibogzala, إليك. Donc Sabre, Sibogzala, إليك. Allez, s'il vous plaît, parmi nous, on demande pas comment. Donc on demande pas comment. تفضل سي صابر. Micro. Micro, سي صابر. Essaye. Allez, on passe au deuxième groupe. Sabre Sassi. C'est Mounir. معنا مو. تفضل صابر. يخدم ولا؟ يجي. ربي نسمع معاكم فضلكم نسمع بعضنا. Je vous remercie pour la qualité de la présentation, mais comme un point sur lequel je voulais revenir, l'INEF de la région était un pôle économique quelque part. C'est mon dire. Allô. Donc je voulais revenir sur un point. On a 7 hectares qui sont émergés, si j'ai bien compris. Mais je vois que vos recherches ont été immergées aussi. Donc, sont restées. Sur lequel je voulais revenir, toutes ces recherches qui ont fait l'objet de quelques années, plusieurs années de recherche, j'imagine beaucoup de budget. L'Institut du patrimoine est limité en termes de budget pour continuer les fouilles, mais vous me corrigez, peut-être je me trompe, toutes ces recherches sont restées aussi immergées autant que la ville elle-même. On est des habitants en aveugle et on ne connaît pas ça. Et toute la qualité de vos prestations, etc., je vois que très peu de gens la connaissent. Et je trouve que c'est dommage. Ça, c'est un premier point. Peut-être est-ce que c'est un problème de budget pour communiquer sur ça. 2, le site archéologique, quelques initiatives ont été prises autrefois par Jean Chambre de Nèvres, comme corriger, elle a des journées portes ouvertes sur un site, circuit touristique. J'imagine il va y avoir un impact positif et économique mettre le hat sous la tutelle de l'Institut autre. Aujourd'hui, on a eu la présence de Madame le maire, Madame le gouverneur. J'imagine qu'il faut y avoir plus de collaboration avec ces instances pour l'ouvrir. Je remercie le club de Nabel, le jeune chambre et ainsi de suite. L'ouverture du site, des initiatives, j'aime société civile. Voilà, et on n'en profite pas. Merci Sabat. صدوري بصدور كتاب علمي حول مدينة نابلس. نطلب من المؤسسات باش تعتنيه وتشجع العلماء، لأنه احنا في حاجة لمثل هذا العمل، لازم نثمنوه ونشجعوه. الملاحظة الثانية والسؤال حول المقبرة لا نيكروبول. لقيتوهاش très important pour connaître معناها l'histoire de la vie. La cité des vivants, la cité des morts, c'est Fantal Waldeck. Dima Poul, c'est à l'image de la cité des morts, c'est à l'image de la cité des vivants, c'est une mine d'information. Moi, j'ai une idée, باعتباري نسكن في قرب سوق عفاه وين موجود المقبرة. La question. هذه deuxième roman. La question. المسألة الثانية هي مسألة الافاعي. يعني عندك أنت نصف المدينة في وقت البحر. صحيح 365 وقع قاع سيزم. السيزم عنده pas faire une délégation de 2 mètres ou 3 mètres qui تعرف النيفو تاع مدينة البحر.
واليوزين دو ساليزون فوق تلقى يعني ديليفيلاسيون اكثر من المسلمين. دونك معناها ثم المنطقه هذيك تكون زون دو سوبتيدونس والفاي موجوده لو لونغ داكورد يلزم نبحثوا عليها معناها خاطر الديريكسيون تاعها سود ويست نور است هي في البرولونجمون تاع الفاي سود لا لونغ فاي سود غازي تشوف انت الكونفيغوراسيون تاع الكود تلقاها قبل هذا الضرب. دونك سي لا بوان كروزي مع سي عامر ومع سي نجيبولي ومع الخيال نقدر نشتغل مع الشباب. يعطيك الصحة سي بوزالة. باكر. شكرا لمواضيع مهمية. هي في الأخبار أحكي لك على بون قريت دقيقة ما تكفيش باش نحكيو لي بوليس. بون قلت كونو 2011 فما نوفيل فيزيون على سيت دي بوليس. حدثت لك على دونك قبل 2011 فما اون ديكوفيرت نتاع اون فاس نتاع البوليس بدات بالعاده. خدم عليها تاع غاليه وقال لونيتي اللي قالت تاع السيراميك اللي تو عندها 20 ans هذيك سوسوار موجوده بالعاده. هذيك عطات اللي يكونوا لي دوني كلمات تبدلت على ليستوار تاع البوليس. ميرسي. تفضل سي وي وي. Oui, oui, trois. Oui, c'est ça. Il a parlé de recherche qui restait un peu... Oui, c'est vrai que ces résultats ont été publiés. Ça a été diffusé dans les bibliothèques, dans les réseaux de recherche, etc. Mais il manque encore de vulgarisation. Il va falloir vulgariser en fait toutes ces données. On a un projet de vulgarisation. C'est une reconstitution tridimensionnelle du site de Néapolis et même des parties qui sont immergées. C'est un projet. Sachant que ce projet, en fait, il n'est pas financé par l'État tunisien, par l'IMP. C'est la banque de Sardaigne, en fait, qui finance et les fouilles et les publications. Même l'ouvrage que j'avais montré, c'est un ouvrage, en fait, qui est publié et qui est financé par cette banque sarde. C'est vrai que Fama Kif Tarsir, de la part de Ahmed Touensa. Par exemple, ces 3 dernières semaines, 2 grandes chaînes, j'ai spécialement pour donner la police, en l'occurrence Blink TV ou National Geographic. Alors que le circuit de visite. Moi, ce n'est pas mon rôle en fait de réfléchir sur le circuit de visite et l'intégrer dans ce circuit touristique. Ça, c'est il y a d'autres compétences. Donc, c'est vrai que il y a des lacunes. Il y a beaucoup de lacunes qu'il faudrait combler. Nous, notre travail est centré essentiellement sur la recherche scientifique. Mais il va falloir aussi que ceux qui travaillent sur la valorisation essaient de tirer profit en fait de toutes ces données et d'écrire l'histoire de Néapolis autrement. Autrement, c'est-à-dire qu'elle soit accessible aux enfants, l'ESCOL, voilà. Donc le site Mahmoud, là aussi. Si, il est ouvert au public. Il est ouvert au public, monsieur. Et Katina, oui, mais aucun site fait tout le souhait guide. Ça, laisse m'entendre, je ne suis pas اسمع على الموضوع بكره نحكي De toute façon, ça, des accidents pareils, moi je fais à Néapolis,
partout, تمشي في الشارع يعملوا كراكاج donc mais c'est alors mais cela مش معناه أنا قاعد يشكلوا برا شيء بالعكس سكاندالو Il y a un professeur qui a raison, c'est pas lui, il n'est pas c'est pas établi en interprétation. Qui achète le web et donc, d'accord. Donc la question n'est pas d'Interciborzelle, en fait le livre qui devrait être effectivement, en fait je suis une question, la question effectivement c'est sur l'acropole, la découverte. À l'écropole, ok. Vous savez, en fait, nous on travaille sur des faits de l'archéologie programmée. C'est-à-dire que bon, il y a des problématiques, il y a des axes de recherche, etc. Donc on va travailler, on va faire de la prospection sous-marine, on fait de la prospection sous-marine. Mais c'est vrai que le monde des morts à Néapolis, pratiquement, on ne connaît rien, pratiquement rien, parce qu'à part quelques tombes d'époque byzantine que l'on peut voir du côté du site de Salaison, la nécropole de Néapolis, on ne sait pas où elle se trouve. En tout cas, moi, je ne sais pas. J'avais même publié il y a quelques années une épitaphe qui est exposée au musée de Nabeul, qui probablement provient d'ici, de la région de Nabeul. Et cette épitaphe, elle est importante puisque la défunte, elle était une matrone romaine. Donc c'était vraiment une femme de l'aristocratie romaine à Néapolis. Et comment on a su que c'était une matrone? Parce que le texte dit qu'elle s'appelait Iulia Regula, celle qui porte la stola. La stola, c'est la robe des matrones romaines. Alors, elle provient certainement d'une nécropole. Mais moi, en tout cas, je ne sais pas jusqu'à maintenant où se trouvent les tombes de Néapolis. Du moins, les tombes d'époque romaine, on ne sait pas. Je crois que c'était ça. Le niveau, alors oui, le niveau, vous savez, 2 à 3 mètres, quand on parle de ce séisme, dont parle Amir Marcelin, c'est pas énorme par rapport à l'île de Crète. L'île de Crète, il y a eu un basculement de 9 mètres. Ouais. Il y a eu en fait une partie de l'île, et il y a eu un basculement de 9 mètres. Suite à ce tsunami. Donc 2 mètres et demi c'est pas. D'ailleurs, quand on regarde un peu les vestiges, on a un nombre de vestiges archéologiques qui se trouvent à moins d'1 mètre de profondeur. Donc c'est pas. Enfin bon. Je ne veux pas me hasarder hein, dans ce terrain qui risque d'être glissant. Mais pas de chez. Oui, bon, l'affaissement, oui, c'est possible ça. Cette thèse, elle a été retenue de ce. D'accord, puis la question de mec, s'il vous plaît. Ah, je change le troisième groupe, ma femme, je vais très fort. Ton intégration. Ah oui. Alors, concernant la fouille du terrain, d'ailleurs هو توا حتى الاسم هذا فوي تيران العابده موجود dans toutes les publications. معناها تيران العابده ولا مشهور في البوبليكاسيون. تيران العابده. Tous ceux qui travaillent sur l'histoire de Nègre ou sur la céramique, je crois que la découverte archéologique
Ça s'appelle comme ça, le site s'appelle Terrain Ben Abda. Bon, il y a eu cette fouille, mais c'est pas Kahralia qui avait mené cette fouille, c'était Samir Tahar. Mais Kahralia à l'époque il était inspecteur régional et Samir Tahar avait fouillé le terrain Ben Abda et avait reconnu un atelier de céramique, de potier. Je connais le dossier. INP avait proposé à son propriétaire de ce terrain soit de remplir, parce que en fait on avait tout relevé, tout documenté, on a fait les relevés architecturaux et Rio après non. Moi, s'il y a la possibilité d'intégrer ces vestiges dans mon projet, moi je suis prêt à prendre en charge, disons, ce projet-là. Et donc il a eu bien sûr l'accord de l'INP, parce que pour nous, c'est pas une première, mais c'est rare qu'un propriétaire nous propose des choses pareilles. Ça a été fait à Carthage, mais finalement, et donc il avait proposé ce projet-là. Et ça a été validé par l'INP, par la mairie de Nèvres, par les autorités locales et régionales, et voilà. Donc, mais il n'y a pas de chose exceptionnelle, à part le fait qu'on ait trouvé cet atelier de céramique trop fort. Il y a quelques murets comme ça, et c'est tout. Bien sûr, on ne pouvait pas arrêter non plus le progrès. Ils sont arrêtés en chantier parce que la durée. D'accord. Merci Simouni. Bon, je vais en fait donner la parole à Jamil Rafrat pour donner une explication technique sur en fait le dénivellement un peu au niveau de بعد مش رجعكم ثلاثة مش عارف كنت واحد من ثلاثة تبارك الله عليك زيد تشوفها donc بعد نتعدى je vais donner en fait on est minuit déjà donc مش ثلاثة الكيسيونات الأخرين تفضل سي جميل. Merci Saleh. Juste, je vais enchaîner sur la question que vous avez au niveau de la possibilité d'un affaissement ou bien bon, est-ce que vous avez une idée sur la déclivité de la pente? Est-ce que les trouvailles que vous avez trouvées suivent la pente naturelle dans le temps avant le séisme? Ou bien il y a une fracture et tout l'ensemble s'est affaissé? Est-ce que vous avez une information sur ce problème? Oui. En fait, c'est une explication qui joint la deuxième question du dossier. Donc on répond à cette question, puis je passe au troisième tour. Je risque de ne pas être très précis dans ma réponse. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que d'abord, ces cubes de salaison qui sont immergés, ils étaient dans le même alignement que les cuves que l'on peut voir aujourd'hui à l'usine de salaison, dans le même alignement. Et ce tronçon de rue qu'on a identifié sous l'eau, en fait, c'est la continuité des rues de la cité de Léapolis. Donc, est-ce que au début, il y a eu en fait un effondrement, ou une partie qui s'est effondrée et le reste s'est affaissé en fait petit à petit? Ça, moi, dans l'état actuel, disons, des données dont on dispose, non, il va falloir peut-être pousser davantage la réflexion et la recherche par des sismologues ou des spécialistes. Hein. Moi, je ne pourrais pas en fait. Oui. Pour ça, est-ce que vous êtes allé un peu plus profondément que ce que vous avez trouvé sur le sol? Alors il faut savoir qu'en fait, le tronçon en fait, de rue
et le fond en fait des cuves de salaison avec les murs, ils sont in situ. C'est-à-dire que, à part le fait que les parois se sont démantelées, ils sont in situ, ils n'ont pas bougé. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en profondeur, on ne dépasse pas 4 mètres de profondeur. Pourquoi j'ai posé cette question? Oui. Parce que tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez dit que la mer a avancé de 200 mètres. Oui, il y a actuellement, c'est pas... Oui. C'est dû à quoi? Combien ces 200 mètres n'a pas avancé? C'est l'engloutissement. Il y a un recul en fait, un recul de la ligne de rivage de 200 mètres. Ouais. Oui. Il y a un recul, il y C'est a un un recul. engloutissement. Oui, un Donc la engloutissement. mer n'a pas avancé, réellement. Non, elle n'a pas avancé. Voilà, c'est ça. Il y a un recul en fait. C'est la réponse que... C'est un recul de la ligne de rivage. Elle n'a pas avancé la mer. Quand il y a eu cet effondrement, en fait, il y a eu le recul en fait, de la ligne de rivage. Parce que j'ai cru comprendre lors de votre exposé que la mer a avancé. Non, elle n'a pas avancé. Non. J'ai eu très peur. C'est pour ça que Non. Elle n'a pas avancé, il y a eu un recul de la ligne de rivage. Et c'est un recul de 200 mètres. c'est logique. Oui. D'accord. Allez, donc on est arrivé à un consensus. C'est bien. Si Mohamed Salah Soya, Hamadi Dafous, سنة ربما ماشي شكون آخر قبل ما الكلمة سي خالد خلاص. أوكي وي سي خالد. Allez, سي Soya. Salam. Dans le cadre de l'intégration en circuit touristique ou valorisation, je vous donne un peu de mauvaises expériences, donc, la pire expérience تقديم نتاعي مش جديدة، الدومين touristique ou le guide touristique ou les agents de voyage. Donc, فما ce qu'on appelle نهار الجمعة سوق نابل بالطبيعة ويجي اللي هو اكسكورسيون سبيسيال سوق نابل. شنو هما الزوج محطات اللي يحطوهم؟ يحطوا في لي شوروم تاع السيراميك ويحطوا يبعثوا ليتر في المارشي وفي المدينة. دونك هوني الاكسكورسيون ماناش نعملوا سيركوي سبيسيال الزون اركيولوجيك تاعنا. باش ناخذ كيما نقولوا ليكزومبل تاع جورني مدينة باردو كرطاس سيدي بوسعيد. نفس ليكزومبل تاع مونتينيغرو نفس الطريق ديجا واحد جرى في الموزي فما سونتر تاع البوليس ديجا مش بعيد. دونك كي ياخذوا بيه نفس التيكي اللي بيقدر يدخل بها غادي البيس الطريق موجود الانفراستركتور موجوده كيفاش نسلم معناها ديجا شنو اللي ناقصو؟ ناقص كان باش نحطوا كان كاليفيه في البيت في الريسبسيون لي جيد يكونوا اجور اللي راهو السيت هذاك ولا كذا ونعملوا لهم جيد معناها ريونيون الناس كل اجور شارجوا ماشي نتلاقى في السيت ما عرفتش وصلت معايا صح Soya. Hamadi. Ami et collègue Hamza Zadeh, je ne sais pas si vous le connaissez. Hamza Zadeh qui est l'histoire de la médecine arabe et méditerranéenne, donc ça tombe bien, vous le connaissez. Alors Hamza affirme avec insistance, et il l'a dit au moins une dizaine de fois, que Niapolis a été le site de la première école de médecine, un peu entre guillemets, école de santé de toute la Méditerranée et des écoles grecques. Alors, est-ce que vous avez des éléments qui corroborent un peu cette notion? Et ce qui m'amène à poser une deuxième question. Une cité aussi importante que Niapolis, qu'en est-il de son histoire culturelle et scientifique? Là où vous avez parlé de sa place dans l'industrie, c'est bien, mais j'imagine qu'une cité aussi importante, elle a une histoire culturelle commune. Merci Hamadi. C'est Khaled. Chokran. Une question très importante que j'ai voulu souligner, c'est qu'une grande partie, comme vous avez mentionné tout à l'heure dans votre exposé, se trouve dans le site dit Club Med, qui appartient à la Banque de Tunisie. Et que le problème reste tout entier, même la Banque de Tunisie n'arrive pas donc à exploiter ce site parce qu'elle rencontre beaucoup de problèmes fonciers. Est-ce que cette partie a été fouillée ou non? Est-ce que vous avez donc
est-ce que vous avez demandé, disons, l'autorisation ou bien vous avez accédé et pourquoi vous n'avez pas contribué à fouiller cette partie qui est en Club Med. Deuxièmement, en face du Club Med, il y a un autre site qui, à un certain moment, les Nabeliens et la société civile s'est opposée à sa viabilisation. Et heureusement, ça s'est arrêté. Donc juste en face du site, là, à droite. Merci. Ok, donc c'est bien. Tout ce que vous dites est important, c'est sûr. C'est important, mais moi je vous dis une chose. Là, il faudrait s'adresser à l'agence de mise en valeur du patrimoine et promotion culturelle, et c'est elle qui exploite aussi. Non, je ne crois pas. C'est cette agence qui exploite le site. Le gardien, le guichetier, tout ça c'est l'agence, c'est pas l'INP. Et l'INP, nous en fait, on est chargé en fait de mener des recherches, des fouilles archéologiques. Mais ceci dit, c'est très important que le site soit valorisé, soit intégré dans un circuit de tourisme culturel, etc. Mais alors le problème aussi de ces visites, moi je vous dis une chose, il y a des touristes, il y a quelques années, des visiteurs qui marquaient à la gueule, plein centre-ville, mais personne ne se dirige au musée. Personne. Je vous mets un faux, je suis une pancarte pour le musée. Oui, mais ça c'est le rôle. Moi je crois que j'enchaîne avec toi pour dire. Moi j'adhère en fait à ce genre de communication en tant que société civile, aussi bien le club de Nabel que l'association de sauvegarde de la ville de Nabel. Il est très important que les touristes, quand ils viennent à Nabel, ils vivent et en fait ils visitent des sites qui reproduisent le patrimoine de la ville, l'histoire de la ville, etc. Et que peut-être c'est notre rôle, c'est notre rôle en fait de sensibiliser le ministère du Tourisme et de sensibiliser un peu les agences de voyage, les tour opérateurs, tous ceux qui travaillent là, pour dire que voilà éventuellement quelles sont les choses les plus importantes à visiter à Nabel. C'est pas seulement les showrooms, c'est seulement, bien sûr, c'est important sur le volet commercial, c'est aussi peut-être le souk aussi, c'est important sur le volet toujours commercial, mais sur le volet culturel et innové qui n'a pas en fait plus sa chanson. Il est important que effectivement ce soit dans le circuit touristique. Peut-être c'est notre rôle. Moi je juge que c'est notre rôle. C'est le rôle peut-être aussi de la mairie de Nabel aussi. Tout le monde doit être impliqué dans donc le lobbying peut être au niveau de l'ONG. Vous avez parfaitement raison, alors on adhère à ça, mais je crois que c'est un point qui est très important sur lequel tout le monde doit travailler. Pas parler de quelqu'un de absolument, vous avez parfaitement raison. Souhait, vous avez maintenant pour enchaîner sur cette idée-là. Je voulais bien vous dire quelque chose. On a proposé à M. le ministre du tourisme et de la culture. Je pensais à la ministre Madame Salma. Et on a proposé à M. Hamdi Gardine un circuit touristique culturel qui commence par le Sidi Mahsi en tant qu'un site qui abrite deux civilisations, l'époque romaine et l'époque musulmane, et qui sera un point de départ pour le circuit touristique
Le visiteur commence par le premier point pour découvrir ce site et pour avoir un aperçu sur ce qu'il peut visiter à l'avant. On lui distribue une pamphlet qui concerne l'historique de ce lieu. Ensuite, il va directement sur son chemin. Il doit s'arrêter à un site archéologique de la police. Ensuite, il va aller tout droit vers le musée. Et ensuite, il a un mini-circuit dans la midi où il peut visiter les souks, la grande mosquée. On a proposé que la grande mosquée soit ouverte les matins. La grande synagogue, le Bat, il revient par Bourdir. Et il revient visiter ce local. Et il va sortir par la mini-circuit culturel. Alors, quelle était la réponse? La réponse, tout le monde est d'accord, mais il faut démarrer pour la signalétique, pour les textes, pour un marquage des locaux à visiter. On va faire des cultures sur les locaux pour présenter. Donc, c'est responsabilité de la. Et c'est une proposition qu'on a faite. On a même si vous voulez, on peut même organiser une journée, de travail où on va présenter la proposition de l'association et on va faire appel à des intervenants pour en sortir avec un programme définitif qu'on peut établir parce qu'il faut une signalétique. La signalétique est très importante. Voilà, une signalétique, une reconnaissance des sites et des lieux à visiter. Donc, nous, on a fait la première proposition. D'accord. Qui reste à finaliser. Merci infiniment. On revient un peu à Simounir pour répondre donc au reste des questions. Donc Hamad il a posé la question sur Naples, la capitale de la médecine méditerranéenne. Néapolis. نسمع معنا كان هو يجي يعمل محاضرة ما بون شيء هذا ما نعرفوش. Je ne sais pas quelles sont ces sources d'information. Toutes les sources littéraires en tout cas personne n'a évoqué voilà, je n'ai pas vu un texte qui parle de ça, de la médecine, voilà. Même pas d'une divinité en rapport avec la médecine qui va, par exemple, Esculape, Shmour, unique, non, je ne sais pas. Oui, ce serait. Hamad, c'est l'occasion de la vidéo aussi. Oui. Alors, pour compléter la vie, disons, culturelle, etc., à Néapolis, il faut dire que les monuments à Néapolis, en rapport avec la culture, le savoir, les bibliothèques, rien, on ne peut pas trouver ce type de documents. Mais on a quand même des données qui sont importantes. Je prends l'exemple de la maison des nymphes. Ça, le propriétaire de cette maison avait une culture et une ouverture sur la civilisation grecque extraordinaire. Il ne faut pas oublier que nous sommes au 4e siècle après Jésus-Christ. Et il décore sa maison avec des mosaïques qui représentent des scènes de la mythologie grecque. Très très ancien, c'est très vieux tout ça. Donc il y avait un retour aux sources, un retour au classicisme. Et ça c'est la culture. Même d'un point de vue, disons, architectural, la maison, c'est la maison romaine, avec la cour centrale, avec le péristyle, etc. Mais cette maison, elle est dotée de 2 bassins, de 2 atrias, qui est une architecture qui a complètement disparu du monde romain. L'Afrique n'a pas connu ce genre de, disons, d'atria, d'espace avec le bassin qui récolte les eaux de pluie, etc. Ça, on trouve à Rome, à Pompéi, à Herculanum, mais pas en Afrique. Ici, à Néapolis, on a ce type disons, de composantes. Donc lui, en fait,
s'il avait intégré ce genre de composants dans sa maison, c'est une manière disons, de préserver ou de rappeler en fait ces sources gréco-latines, cette culture italique, bien qu'on soit en fait, comme je disais, vers la fin de l'Antiquité, on est pratiquement deuxième moitié du 4e et du 5e siècle après Jésus-Christ. Mais parfois, et là je voudrais dire un mot sur parfois des petites découvertes de rien du tout. Mais c'est une page aussi de l'histoire de Néapolis. La maison des nymphes, elle est datée, d'après Jean-Pierre Darmon, de la deuxième moitié du 4e siècle. Et donc, en juillet 2018, on avait fait en fait des sondages de vérification pour voir si la maison avait connu un état antérieur au 4e siècle. Et on avait reconnu une strate du 3e siècle. Donc il y avait un état antérieur. La maison, probablement, elle existait avant le 4e siècle. Et dans cette couche, dans le sondage, on avait trouvé les restes d'un repas, les ossements, etc. C'était le repas des ouvriers. Vous imaginez un peu la scène, hein, les ouvriers en train de manger, c'était une grillade, etc. لا نعاود بعد كيما الزيارة تاع بعد لا مش تكلتاش نو لا بعد 100 سنة يحاولوا يبنيو فوقها بدل لا مش حرب نو pour les historiens pour le 2e, 3e siècle mais un siècle c'est énorme 1000 سنة c'est pas معناها هذا تجربه وقعت تيح بين تيح يعاود يبنيها لا ولا دار تشريت وعاودها سي بوسيبل aussi bon مش هذا الموضوع donc les restes de ce repas des ossements et on avait trouvé un noyau de pêche collectivement قلبهم داخوه وعشبيه et c'est très important la pêche, elle a été introduite dans le monde romain au 1er siècle après Jésus-Christ. D'abord, l'Iran, ou une pêche au 3e siècle, 2 siècles après sa révolution. Voilà. Une pêche coûtait le prix d'une centaine de roses à cette époque-là. Donc c'était vraiment le fruit de l'aristocratie. Donc je dis la petite histoire. Il y a le jardin qui a fait trop mazlour au cercle trop ou elle se trouve au fond de le propriétaire de la maison. Et ça, donc voilà, parfois on peut écrire aussi l'histoire de Néapolis comme ça, par des petites découvertes qui peuvent paraître pas très importantes, mais au fond elles sont très très importantes. L'autre question c'était savoir qui... C'est le pseudo club même. Ah oui, alors non, en fait, on ne peut pas intervenir sur un terrain privé, ça. Je ne savais pas ce qu'il faut, des autorisations, etc. Bon, mais, comme pratiquement 80% du site de Néapolis, il n'est pas fouillé. Donc, si un jour on envisage disons, une reconnaissance archéologique le même. Je ne pense pas que ce serait une fouille, ce serait plutôt une prospection géophysique pour, disons, localiser les monuments les plus importants qui sont enfouis. Et après, on peut juger s'il faut une fouille programmée au LLM. Là, c'est la tendance, la prospection géophysique. Elle permet une lecture des vestiges qui sont en fait sous terre. Et quand les vestiges sont sous terre, c'est une manière enfin c'est la meilleure de se préserver en fait les vestiges. Ou c'est que
moi je pense que maintenant avec ces fouilles programmées, la fouille, ça on le sait, à les années 80, on choisissait un terrain et on fouillait. Et nous, non, à chaque. Là, je m'en ai sur un petit rectangle de 10 mètres sur 4 mètres pendant 2 ans à fouiller. Là, alors, les fouilles programmées, dit ma femme a une problématique. Il ne faut pas se contenter de faire des trous. Parce que par la suite, et la fouille, c'est une destruction déjà. Une fois le monument est mis au jour, après c'est irréversible, c'est fini. Après il va falloir le restaurer, le consolider, etc., etc. Et surtout le valoriser. Et parfois on ne dispose pas des moyens pour faire tout ça. Alors c'est que le chercheur il fait son travail et après il part. Dans le cas de la restauration, c'est pas mon rôle. Et pour la valorisation, c'est pas mon rôle non plus. Donc on est obligé de le faire. Mais il se met comme il faut, et au moins ces structures sont consolidées et sont plus ou moins valorisées. Donc la prospection géophysique, oui, je pense, oui. Mais effectivement, il faut laisser aussi de la matière aux générations futures. Parce qu'il y a 50 ans, quand on fouillait, il y avait un nombre considérable de données qui partaient comme ça. On a avec l'archéométrie, avec les nouvelles technologies et tout, on arrive à connecter plus de données. Et définir par un système moderne, des générations futures, on aura vraiment des moyens pour maîtriser mieux que nous oui, avec le الحماية المدنية. Alors oui, الحماية المدنية c'est une longue histoire en fait. C'est une longue histoire. Parce que le terrain, أنا نعرف شو اللي صار فيه بعدها فيه ترخيص من عند وزير الثقافة ركز فيه. Moi personnellement, à l'époque, حضرت في commission في وزارة التجهيز où la seule chose que j'avais demandé, حل le plan d'aménagement, je pense pas faire le plan d'aménagement. قالوا c'est une zone archéologique. Je trouve zone archéologique. Il y a fait un binet. Quand il y a fait un binet. Mais bon, بعد وزير الثقافة ما كانش موافق على الشيء هذا parce que حب يعطي التيران وتحتها فما تركيز تحتها. Moi, bon, je m'y étais opposé comme ça. Mais j'ai eu le soutien des Napoléens d'abord. Voilà, la société civile, etc. Oui, là, bien sûr. En 2003, 2004, et وقتها شنو l'explication اللي تعدات؟ خاطر وقتها مشيت فما une pétition مشيت لرئاسة الجمهورية وكونت لجنة تقصي الحقائق وجات وبحثت والجواب اللي عطاوه لها قالوا راهو اي فما اثار تعود للفتره الرومانيه المتاخره ماهيش تري امبورطون لي ستركتور archéologiques. Et donc وقتها طلبوا من الرئاسه قالوا به ما فما اثار مش ما فماش اثار واثار مش هامه اعملوا لي لي سونداج وراني ما فماش اثار. هذا الشغل اللي صار بالضبط. ومن بعد وقتها السي العزيز بن عاشور تسمى وزير الثقافه هو طلب اسكو دي سونداج يتعملوا في السيكتور هذاك. Il m'avait chargé de cette mission. عملت لي سونداج, j'avais remis un rapport de 40 pages للمسير وهو بعث لرئاسة الجمهورية. ومن بعد دونك وقفت اشغال. كيفاش وقفت اشغال؟ انا نتذكر فما un courrier جاء من وزير الثقافة من رئاسة الجمهورية
يقول له إيقاف الأشغال، سحب رخصة البناء، هدم ما تم بناؤه، وإحالة الملف على أعضاء أملاك الدولة للانتزاع. هذا شنو اللي فيه؟ بقى وقتنا البلدية هذيك قالت لك أنا الرخصة ما نجمش نسحبها، تعطى رخصة ما نجمش نسحبها، فهمت؟ تعدى الدليل تاع سحب الرخصة إتسيتيرا. ودونك قعدت معناها الحكايه من بعد معلقه هكاكا سي ان دوسيي راهو تجبد من بعد في الرابور تاع لا كور دي كونت تشوفوا بعض الاطراف فما ناس دخلت الحبس اي فما موجود فما في الدوسيي هذا واشياء اخرى بيان سور. دونك هذاك احنا اليوم ما نجموش نستثمروا فيه على خاطر بالخاص، ولكن سي دوماج qu'il soit comme ça معناها واحد abandonné alors que ce sont des vestiges d'une importance capitale pour l'histoire de Naples. C'est la continuité en fait du site. Absolument. يعطيك الصحة سي منير. دونك الوقت مأخر شوية، دونك نعطي الكلمة لسي جميل وبعد نختم. J'ai juste une information et une question. La première information, c'est que les gens les plus vieux d'entre nous se rappellent le démarrage des travaux de la construction de l'hôtel Néapolis, l'actuel Club Med. C'était au début des années 60. Et lorsqu'ils ont commencé c'était des bungalows, un groupe central et des bungalows. Lorsqu'ils ont commencé à construire des bungalows, ils ont trouvé des fous. Et ils ont trouvé des vestiges. Et ça a fait beaucoup de bruit dans la ville. Alors le gouverneur de le temps, il a dit à tout le monde, bon, si vous voulez, c'est une zone archéologique, on va construire l'hôtel, mais en structure légère. Et le jour où il y aura l'obligation de faire des fouilles, on enlève la structure légère. Et il a commencé à construire ces bungalows en aggloméré. Et ils sont là jusqu'à maintenant en aggloméré. L'isolation thermique et phonique est catastrophique. Et ils ont, après ça, lorsque ça s'est calmé, ils ont terminé l'hôtel et ça a marché jusqu'à maintenant. Bon. Il y a la même opération s'est répétée dans la zone vu que, d'après votre exposé, vous avez délimité maintenant la zone. Alors, moi je pense qu'il est temps de prendre son courage à deux mains pour faire l'expropriation pour toute cette zone-là. Puisque c'est une zone décrétée, zone archéologique, on a trouvé des fouilles, tous les ingrédients y sont pour lancer une opération de s'approprier par les pouvoirs publics toute cette zone-là. Voilà, ma question est là. Et merci. Merci. Ok, merci infiniment donc c'est Jamil pour la question. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. J'espère qu'on a passé un agréable moment. C'est vrai, بارك الله فيك. شروط الجزء الأشياء مسار ومواطن شيئا allez, يعطيكم الصحة وإن شاء الله نكون الشهر الجاي ونرى la rencontre mensuelle avec un autre. Merci infiniment.